Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, le baptême du feu du nouveau gouvernement dans l'hémicycle. Jean Castex, Éric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot, les nouveaux visages étaient sur le grill dans une ambiance surchauffée. Alors que révèle cette première séance de questions au gouvernement? Sur la forme comme sur le fond, on en débattra ce soir. C'est un livre qu'il a longtemps porté en lui. Il a mis 4 ans à l'écrire. Comment traduire au plus juste le chaos et l'inconfort du survivant. 1 minute 49 secondes chez Actes Sud raconte de l'intérieur les attentats de Charlie Hebdo et c'est le prix du livre politique 2020 remis aujourd'hui à l'Assemblée. Son lauréat, le dessinateur Rhys, nous a accordé un entretien. Enfin, who is Jean Castex? C'est Alex Taylor qui nous le dira à la fin de cette émission dans sa revue de presse européenne. Voilà donc pour le programme, c'est parti. Hashtag sévère, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. S'il y en a un que l'on n'attendait pas dans le registre de l'humilité, c'est bien lui. Nous sommes des amoureux du contradictoire. Moi, j'ai besoin de vous dans mes nouvelles fonctions. J'ai besoin de vous, à la fois pour me guider et aussi pour la contradiction que vous m'apporterez. Voilà, j'ai besoin de vous. Laissez-moi apprendre. Éric Dupond-Moretti dans ses premiers pas, un peu hésitant, il faut l'avouer, de garde des Sceaux. On va en parler ce soir de ce baptême du feu, de ces baptêmes du feu, parce qu'ils étaient nombreux, les nouveaux ministres, à s'essuyer à l'exercice face aux députés. Bonsoir Coralie Dubost. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche de l'Hérault. Face à vous, Robin Reda, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, député Les Républicains de l'Essonne. Et bienvenue à vous, Pierre Jacquemin. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Regard. On va aller passer au peigne fin, ces images. Vous étiez pour vous deux dans l'hémicycle tout à l'heure. Mais d'abord, on commence avec le regard de Blacko sur cette séance de bizutage. Si j'ai bien compris, c'est tout de suite. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur. Bonsoir Stéphane. Si j'ai bien compris, les députés ne les ont pas ratés. Vous l'avez dit, c'est la séance de bizutage pour le nouveau gouvernement. Aujourd'hui, vous savez que les députés rêvent de devenir ministres, donc ils sont un peu jaloux. Ils sont remontés quand ils vont arriver les petits nouveaux. Et alors, l'hémicycle vide, c'est déjà impressionnant. Mais quand il y a 577 députés qui hurlent, qui invectivent, qui vocifèrent, mais je veux dire, le stade de Vélodrome quand on reçoit le PSG, mais c'est rien à côté. Là, c'était vraiment une épreuve traumatisante. Alors, comment ils s'en sont sortis, les petits nouveaux? Alors, à tout seigneur, tout honneur, le Premier ministre, évidemment, hein, commençons par le Premier ministre. Alors, comment dire? Bon, bah, faut être indulgent. Hein, c'était sa première prise de parole. Il va certainement s'améliorer. Mais, comment dire Comment dire comment je sais pas. Vous trouvez que c'est pas un bon orateur, c'est ça? Alors, donc, si, quand même, c'est un bon orateur, parce que l'avantage avec Jean Castex, c'est qu'on comprend tout ce qu'il dit. Alors ça, c'est quand même une première qualité. Mais le problème, c'est qu'il parle, mais très, très, très lentement, Jean Castex. Non, mais en plus, il a la manie de répéter 2 fois les trucs dans la phrase. Donc, les propos les plus simples, mais ils peuvent paraître mais complètement interminables. Prenons une phrase très simple. Je vous l'ai dit, j'ai le plus grand respect pour le Parlement et l'Assemblée. Ça m'a pris quoi, 3-4 secondes pour le dire? Jean Castex, la même phrase, c'est 17 secondes. On écoute. Sachez que j'ai et que j'aurai toujours un grand respect pour le Parlement et pour l'Assemblée nationale. Effectivement. Hein, vous voyez le discours de la politique générale, normalement ça prend 1h30, on est parti pour 6 heures. Moi, je pense qu'il faut une suspension de séance au milieu pour que chacun puisse se désaltérer. Voilà. On n'est pas orateur qui veut, bon, pas forcément grand orateur pour Jean Castex, mais Éric Dupond-Moretti, alors. Ah bah, Dupond-Moretti, c'est la grande déception du jour, là, franchement. Moretti, l'éloquence incarnée, on se disait, on va voir ce qu'on va voir. Mais pas du tout, Moretti, mais pas du tout. Alors, il faut dire qu'il doit y avoir une différence quand même entre s'exprimer devant les députés rassemblés et devant un tribunal. Je veux dire, au tribunal, quand Moretti part dans une grande envolée, le moindre bruit dans la salle, le moindre gars qui hurlerait au fond dans le public, le président, évidemment, il évacue immédiatement la salle, il suspend la séance. Quand on est au tribunal. Quand on est à l'Assemblée, c'est pas pareil. J'aimerais que vous me laissiez au moins m'exprimer. Oh, pardonnez-moi, on ne juge pas. Monsieur le député, je voudrais vous répondre complètement. Je vais vous répondre. Est-ce qu'on décompte les interruptions? Non, on ne décompte pas. Ah, ben voilà. On souffre en silence.
Vous voyez, le bizutage, même Richard Ferrand, il bizute petit ce coup de pauvre griffe Dupond-Moretti, de Richard Ferrand. Alors les autres petits nouveaux, comment sont il y en a qui se sont mieux tirés. Donc, par exemple, Barbara Pompili. Donc, il faut reconnaître que oui, on a vu tout de suite la différence. C'est une politique, elle est à l'aise, elle connaît très très bien l'Assemblée, elle a déjà été membre d'un gouvernement. Je vais vous dire, en la voyant, moi j'avais l'impression que c'était un peu la star du nouveau gouvernement, mais notamment parce que il m'a semblé que c'était comme les actrices qui venaient recevoir un prix à la cérémonie des Césars. Même réaction. Très très ému, vraiment ému. Merci. Dans les 10 premières secondes, elle a dit 5 fois merci. Ça fait un merci toutes les 2 secondes. C'est quand même merci. Et puis alors là où c'était vraiment la même chose qu'au César, c'est que très important quand on reçoit un César, remercier toute l'équipe du film, sans oublier ni même un second rôle, ni même un technicien. Et ben voilà, Barbara Pompili, elle remercie toute l'équipe du film. On l'écoute. Je vais avoir avec moi évidemment Elisabeth Borne, à qui je succède et que je remercie tellement pour son travail. Je vais avoir avec moi Bruno Le Maire pour la relance économique. Je vais avoir avec moi Julien Denormandie sur l'agriculture. Je vais avoir avec moi évidemment au sein de mon ministère Emmanuel Vargon et Jean-Baptiste Djebbari sur le logement, sur le transport, sur les outre-mer. Évidemment, je vais avoir Sébastien Lecornu sur la mer, Annick Girardin. Et voilà. Même Annick Girardin est citée, on ne comprend pas ce qui lui arrive, mais on ne parle jamais le mot d'habitude, pourquoi? L'outre-mer, tout le monde, Barbara l'environnement, elle va avoir besoin de tout le monde, elle sera peut-être un peu plus isolée d'ici quelques semaines. On sent bien qu'elle a déjà fait de la politique, Barbara Pompili. Comment ça s'est passé pour Elisabeth Moreno? Pour elle, c'est tout nouveau. Vraiment. Alors, ministre de la Diversité, ça s'est passé en 2 temps. Moi, la première fois, quand elle s'est exprimée, je me suis dit, oula, est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur de casting? Parce qu'elle avait un petit côté midinette. On a l'impression qu'elle n'avait pas la bonne attitude. Est-ce qu'elle allait prendre un selfie? Est-ce qu'elle allait demander un autographe à quelqu'un? Écoutez, on s'est demandé, franchement. J'ai l'habitude de vous regarder à la télévision et être ici avec vous, ça me paraît totalement surnaturel. Vous êtes plus beau en vrai. Bon, ça, c'était sa première réaction. En fait, c'est très vite passé parce qu'elle a répondu à la question que lui posait une députée socialiste qui lui disait, mais qui lui reprochait de dire d'ailleurs, quand on est une femme et qu'on monte dans la hiérarchie, on est moins exposé au sexisme. Alors, la réponse d'Elisabeth Moreno, écoutez-la, mais elle était très nette. Parce que je suis une femme, parce que je suis une mère, parce que j'ai grandi dans une cité, quand je vous dis que l'émancipation économique est la base pour sortir de la misère et de la pauvreté, et pour être considérée, c'est une vérité. Et on a laissé les applaudissements, la standing ovation et même l'approbation de la députée socialiste qui à la fin a dit « Ah ouais d'accord, ça c'est de la réponse ». Bon voilà, il y en a qui étaient inattendus et qui se sont révélés bons, d'autres qu'on attendait, qui ont un peu déçu. Voilà. Bon, on va les reprendre les uns après les autres. Jean Castex parle plus vite, ça c'est important qu'il parle plus vite, un petit peu plus vite juste. Je suis sûre qu'il vous écoute ce soir Stéphane, merci. Peut-être avant de rentrer dans le détail et parler quand même du Premier ministre, puisque c'est vraiment voilà, le pilote de cette nouvelle équipe. Robert Reda, quand on est un jeune député comme vous, dans l'opposition, et qu'on sait que ça va être compliqué, c'est un baptême du feu, on se dit quoi? Je ne vais pas les rater, je vais quoi? Hurler des noms d'oiseaux? Ou au contraire, je dis je regarde parce que peut-être qu'un jour je serai à leur place. D'abord, on a beaucoup parlé de la forme, et c'est normal parce qu'il faut bien que vos téléspectateurs comprennent que le gouvernement est obligé à cette séance de questions au gouvernement. C'est la Constitution qui l'y oblige. Et en fait, le gouvernement n'avait rien à dire aujourd'hui, puisqu'il n'y a eu ni la feuille de route promise par Emmanuel Macron le 14 juillet, ni le discours de politique générale du Premier ministre, qui doit être l'acte fondateur, qui ensuite permettra de répondre aux différentes questions. La situation, donc je comprends, et ça n'est pas pour excuser le manque de fond peut-être que Jean Castex a mis dans ses réponses cet après-midi, mais je comprends qu'il devait broder autour de l'installation Jean Castex, puisqu'il vient de votre famille politique? Je le connaissais de vue dans ma famille politique. Je ne suis pas particulièrement un proche de Jean Castex. Je sais qu'il est... Il n'a pas eu des questions très difficiles. Le député LR qui l'a interrogé au départ le dit, vous êtes de gauche et il faut changer de politique. Je réponds à votre question. Je sais que nous avons une identité politique commune avec Jean Castex. Je sais que beaucoup de membres de ma famille politique et des membres du groupe Les Républicains le respectent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas, mon attitude, ça n'est pas celle de l'opposition systématique, c'est celle de soutenir ce qui ira dans le bon sens lorsque nous aurons la feuille de route et lorsque nous saurons ce que Jean Castex veut faire. Je vous ai vu pas mal sourire sur le papier de Stéphane, le débit assez lent, ça va être un vrai sujet ou pas? Je crois qu'on a été tous un peu surpris par le rythme de réponse de Jean Castex, avec la part de manque de fond que je viens d'évoquer, parce qu'il n'avait pas grand-chose à dire et il ne pouvait pas dévoiler une feuille de route que le président de la République s'est réservée
à lui-même. Ensuite, moi, pour tout vous dire, j'ai vu Jean Castex sur le terrain, je l'ai vu pas plus tard que samedi, il avait réservé sa première visite à mon département de l'Essonne. Je l'ai trouvé beaucoup plus rapide et beaucoup plus à l'aise sur le terrain. Donc alors, j'imagine qu'il était impressionné par la solennité du moment. Vous allez défendre votre nouveau Premier ministre, j'en suis certaine, mais on va écouter quand même Jean-Luc Mélenchon, parce qu'au fond, s'il y en a un dans l'opposition qui a démonté Jean Castex, c'est lui. Écoutez. C'est assez pénible à supporter, quoi, parce que les mots poussent entre les arbres et les arbres entre les mots. Hein. Donc il est là, il parle à 2 à l'heure pour dire des banalités. Bon, soit on le prend mal et on dit mais il se moque de nous, soit on se dit bah c'est le maximum dont il est capable. Donc c'est pas un beau moment de démocratie parlementaire, ça c'est sûr. C'est pas un grand moment ou même un bon moment de démocratie parlementaire, Coralie Dubost. D'abord, avec un tout petit peu d'humour, je voudrais dire à Jean-Luc Mélenchon qu'à chaque fois qu'un arbre pousse, c'est une bonne nouvelle pour la transition écologique et qu'il peut se garder de ce type de commentaires. Pour la suite, moi je voudrais vous dire... Quand il dit qu'il enfile un peu des perles dans cet exercice, il n'y a pas un peu de vrai là? Alors il y a 2 choses. Moi je pense qu'on a des réponses de fond sur des questions de fond. Et que quand on a des questions de forme et qu'il y a des questions qui sont là juste pour tester les nouveaux entrants, vous avez des réponses en forme de test aussi. La seconde chose sur le rythme. Moi, il se trouve, alors je suis d'une autre génération, que quand ma famille me regarde, et je pense notamment mes parents, les remarques immédiates qui m'ont été faites sur mes premiers plateaux télévisés ou mes premières interventions en hémicycle, ça a été de dire « Mais quel débit, tu parles vite, ralenti ». Et je pense que entre le rythme que l'on souhaite avoir en séance, parce qu'on connaît ses idées, parce que l'on sait où on va, parce qu'on a beaucoup de choses à dire et que quand même dire beaucoup de choses en 2 minutes, c'est très court 2 minutes, on ne se rend pas compte. Et donc effectivement le débit est d'ordinaire très rapide. Mais pour autant, moi il me semble que quand on s'adresse à l'ensemble des concitoyens qui n'ont pas forcément tous les éléments de tous les dossiers comme nous pouvons les travailler au quotidien, c'est plutôt une bonne chose que de prendre le temps et de marquer aussi la ponctuation. C'est un respect de la langue française, donc je n'ai pas de difficulté particulière là-dessus. Serge Jacquemin. Sur la forme, vous l'avez entendu, c'est vrai que les commentaires au début, c'était le président Emmanuel Macron a dissous Matignon en nommant Jean Castex. C'est un exécutant, il est transparent, c'est un techno, etc. On ne peut pas dire ça totalement aujourd'hui quand même. J'avais assez peu de sympathie politique pour l'ancien Premier ministre, mais j'ai peur qu'il nous manque à tous beaucoup. Mais on va apprendre à connaître le style de Jean Castex. Aujourd'hui, c'était l'épreuve de feu. Vous le dites, c'est le titre, je crois, de votre émission. On va apprendre à le connaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va s'attarder à parler de la forme, parce que sur le fond, finalement, effectivement, il n'avait rien à dire. La feuille de route n'est pas encore totalement connue, en tout cas par nous, grand public, et que donc, du coup, il ne pouvait effectivement qu'émerger à travers... Il aurait pu répondre sur le fond. C'est exactement ce que j'allais dire. On l'a un peu aussi côté, on l'a protégé. Vous reprochiez à certains députés d'avoir posé des questions qui n'étaient pas franchement sur le fond, libre aux ministres de répondre, eux, justement, précisément sur la question du fond. Et ce n'a pas été vraiment la démonstration de ce jour. C'est pas un peu du mépris pour le Parlement, au fond, de devoir attendre l'interview présidentielle avant le discours de politique générale, ce qui fait qu'avec ces questions, on était effectivement condamné à un exercice purement formel. Non, mais après, je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus. On attend un discours de politique générale pour avoir une feuille de route globale du gouvernement, mais on a quand même des ministres avec un portefeuille et une feuille de route. Enfin, vous devenez pas, ce serait quand même surréaliste en France au XXIe siècle que vous deveniez ministre sans feuille de route. Dans chacun des discours de passation, vous avez eu les grands projets qui ont été tracés. On les connaît, il n'y a pas d'illusion sur ce sujet. Après, sur la forme, je reprends pour Dupond-Moretti, le pauvre, m'occupant un petit peu quand même du milieu judiciaire et connaissant un tout petit peu les prétoires, même si je ne suis pas moi-même avocate, il me semble que l'exercice est très différent et qu'il est tout à fait normal, le premier temps, de s'adapter, de s'acclimater. C'est quand même pas naturel de s'exprimer devant effectivement 600 personnes qui hurlent et qui trouvent ça parfaiement normal de faire le cirque et de taper. Bon, en tout cas, les avis sont partagés. On protégeait un peu aussi le Premier ministre, parce qu'il y avait la vraie question qu'on a posée. Moi, je pense qu'il est revenu 3 fois, c'est sur le pourquoi on ne retire pas le système des retraites, la réforme des retraites, alors que toutes les organisations syndicales demandent ça. Vous voulez en parler se présente comme étant un mec de dialogue, un mec qui veut entendre et dialoguer, et il répond jamais à cette question. La question est mise sous le tapis, donc il avait une occasion de faire de la politique. Alors, je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, il a répondu à la question, parce qu'il vous a dit remettre la réforme des retraites sur l'établi dans le dialogue, c'est-à-dire que vous reprenez le périmètre de la réforme. Il a dit que ce qui était non négociable, c'était la partie système universel pour remettre les gens à niveau. Enfin, je le rappelle, on a quand même 42% d'écart de pension de retraite entre les femmes et les hommes. On a beaucoup de retraités qui sont en situation de précarité. Pour avoir des minimums retraites non plus négociables, d'avoir un système plus juste. Tous les partenaires sociaux mais même le MEDEF, il a précisé que sur le reste, il y avait effectivement une nouvelle période de concertation et de dialogue qui s'ouvrait. Et moi, je trouve ça intéressant. Je pense
qu'on n'est pas obligé d'être dans la radicalité, oui, non, noir, blanc. On peut juste regarder le projet. Pierre Jacquemin, sur la méthode, la concertation. Il a dit qu'il serait le Premier ministre du dialogue, il le répète. C'est vrai qu'il a la personnalité d'un homme de dialogue. C'est un haut fonctionnaire qui a eu l'occasion de discuter avec des élus de droite, des élus de gauche, et beaucoup apparemment, en tout cas, lui reconnaissent, que ce soit des élus de gauche et des élus de droite, cette facilité de la discussion, de la négociation, de la concertation. Il a cette image-là. On va voir si effectivement la négociation avec les partenaires sociaux va pouvoir s'engager, mais je parle bien de négociation, c'est-à-dire qu'on nous a vendu effectivement tout au début de ce quinquennat qu'il y avait eu énormément de concertation, de consultation des partenaires sociaux sur tous les sujets, et que c'est scandaleux qu'aujourd'hui les syndicats ne soient pas autour de la table sur un certain nombre de sujets et ne veuillent pas même intégrer le tour de table. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont là, normalement ils sont présents, mais ils sont entendus certes. Non, ils ne sont pas entendus d'ailleurs, ils sont écoutés, ils ne sont pas entendus, et c'est bien le problème. Donc la tâche de M. Castex, ça va être aussi d'essayer de dégager des compromis avec les partenaires sociaux. Et c'est ça qu'on appelle le dialogue social. Notre pays, il s'est fondé sur le dialogue social, et franchement, on n'a pas vu depuis le début de ce quinquennat une volonté de discuter avec les partenaires sociaux, de discuter avec les élus locaux, de discuter avec les associations, et ça va être un peu un des enjeux. Et c'est vrai qu'il a cette personnalité-là, il faut qu'il en fasse la démonstration, mais il faut aussi qu'il fasse la démonstration que la négociation est possible, qu'il y a de la matière à négocier. On va attendre de savoir ce qui ressortira ou pas de ces négociations. Il faut rappeler que les partenaires sociaux, dans leur ensemble, de la CFDT en passant par le MEDEF, puisque c'est les deux seuls qui étaient en discussion, ne souhaitent pas remettre sur le métier cette réforme des retraites. Je vous ramène à la forme, parce que pour cette sémiologue que vous allez entendre, au contraire, Jean Castex est un grand tribun. Seul le Premier ministre a la parole. Vous l'écoutez. Merci, Monsieur le Président. Il a réussi à s'imposer d'emblée. C'est pas quelqu'un qui est dans un rapport de séduction, c'est quelqu'un qui est dans un rapport de pédagogie. Il bouge beaucoup, il n'arrête pas de parcourir l'auditoire, la tête à gauche, la tête à droite, comme si il voulait s'adresser à chacun en particulier. Nous allons engager un plan de relance ambitieux. C'est il se présente comme un homme de terrain en fait. D'abord parce qu'il y a un terroir derrière son accent et qui parle fort comme quelqu'un, un député qui se déplace ou un ministre qui va rencontrer des gens et qui prend la parole comme ça un peu impromptu à l'extérieur. Madame la députée, une crise, j'ai l'honneur. Il a une diction très claire, c'est comme s'il scandait un petit peu, comme un comédien qui scanderait un discours. Il veut presque rendre des comptes, dire exactement ce qu'il va faire. Il apparaît comme quelqu'un décidé et qui emploie tous les moyens pour faire passer son message. Il parle comme un tribun, un vrai tribun. Voilà des propos recueillis par Nathalie Guillois. L'ancrage local, c'est ce que dit cette linguiste sémiologue Robareda. Il parle du terrain. C'est vrai que ça peut être un peu ce qui manquait à cette équipe, quelqu'un qui puisse dire, moi, Trab, pardonnez-moi, Prades, dans les Pyrénées. On dit pas Prades des fois parce que ça on dit Prades. On ne me parle pas de ça, ça me revient pas. Ou au contraire, moi, à Prades, on me parle de ça. Ça manquait. Oui, ce sentiment de déconnexion. Même si le précédent Premier ministre était également un élu local, peut-être qu'il n'avait pas su en donner toutes les dimensions et surtout pas su nouer avec le président de la République une relation qui lui permette de mettre en avant l'importance des territoires. Les questions gouvernement, c'est un exercice dynamique. Donc c'est un exercice où même si le Premier ministre peut déborder du fameux temps de parole limité à 2 minutes pour les parlementaires ou pour les ministres, il est de coutume que le Premier ministre ne fasse pas un discours solennel à ce moment-là. Et donc il peut effectivement amener des anecdotes, s'appuyer sur son expérience. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le ton qu'a adopté Jean Castex, c'était plus un ton soit de politique générale, soit d'un grand discours solennel. Alors on a trouvé, je ne dis pas qui me l'a dit, mais c'est quelqu'un sur le plateau, qu'il parlait un peu comme les instituteurs quand ils font la dictée et qui parlent très lentement, pour que tout le monde ait bien le temps d'entendre et de bien noter l'orthographe. Mais si on revient en arrière, il y a une épreuve du feu, c'est effectivement l'hémicycle, mais il y a une autre épreuve, c'est celle de l'interview de Jean-Jacques Bourdin. Quand on repense à la manière dont Édouard Philippe avait, au fond, essayé de réussir l'exercice, on se dit, tiens, eh bien, la comparaison est plutôt favorable à Jean Castex. Regardez pour mémoire. Je suis d'abord, sachez-le, on ne se connaît pas, un homme libre. Oui. Un homme libre. Je suis devant vous, Premier ministre du président Macron, dans un gouvernement
d'unité et de cohésion avec une seule préoccupation, une seule. L'action ? L'action, la crise qui arrive. J'ai compris. Je n'ai aucune feuille devant moi. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Je ne suis pas un surhomme. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Moi, je suis un gars sérieux. J'essaie de faire les choses sérieusement. Quand je sais, je dis. Quand je ne sais pas, je vérifie. Il vaut mieux. C'est mieux. Hein. Voilà, deux styles complètement différents, mais il faut expliquer que voilà, c'est à chaque fois, première interview un peu musclée, en longueur, Jean-Jacques Bourdin, les premiers ministres, Philippe et Castex arrivent, et là, il n'y a pas photo. Jean Castex, il a l'air c'est un peu le choix des déjà extraits, mieux là. préparé. Franchement... Non, mais ce sont deux styles incontestablement différents. Et il n'y a pas à dire un style est plus favorable que l'autre. Moi, j'apprécie les deux styles. Ils sont différents. On a eu un style pendant 3 ans, nous en avons un autre. Et ça me semble très intéressant aussi que la République puisse bénéficier de compétences différentes. On parle beaucoup du style parce que sur la politique, on sent bien que le cap est le même, que c'est un changement dans la continuité. En fait, ça fait 48 heures. Ça fait 48 heures. Je pense qu'on ne va pas s'emballer, on va leur laisser un peu plus d'une semaine. Votre regret de voir partir Édouard Philippe, là, non? Je voulais revenir sur un point, sur le caractère d'élu local. C'est vrai qu'Édouard Philippe l'était aussi. Simplement, Prades, c'est une plus petite ville. Et je pense que ça... c'est véritablement une différence. Moi, sur ma circonscription, j'ai 32 communes. Le maire de Montpellier, il n'a absolument pas le même rapport aux Montpelliérains que le maire de Galargues, avec beaucoup moins d'habitants, ou le maire de Castelnau, ou le maire de l'une des autres. Avec des personnes âgées, il faut parler lentement, il faut parler fort. Vous connaissez tout le monde, vous connaissez presque tout le monde, vous connaissez tous vos commerçants, vous les voyez tous les jours. Qu'est-ce qu'il cherche le président de la République grande ville pour l'incarnation Castex? Parce qu'on sent bien que sur le positionnement politique, c'est vraiment bonnet blanc, blanc bonnet. Vous avez raison d'interroger ce qu'a voulu faire, la démonstration qu'a sans doute voulu faire le président de la République, parce que quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il n'y a pas un beau moment de démocratie dans un moment où il devrait effectivement y avoir un moment de démocratie, c'est qu'on a tous en tête des images enflammées, de grands débats, de grands discours nourris de convictions. C'est ça aussi qui fait un homme ou une femme politique. C'est les convictions qui portent et qui font porter la voix haute. On l'a vu avec Christiane Taubira, on le voit avec Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu avec même Philippe Seguin. Il parle les convictions chevillées au corps. Et c'est ça qui manque aussi sans doute dans la Macronie, c'est que ça manque de personnalité politique qui incarne. Et c'est pas pour rien qu'il ait choisi Roselyne Bachelot à la culture et un Dupond-Moretti, même s'il nous a un peu déçus cet après-midi, mais je suis sûr qu'il ne nous décevra pas dans les années à venir. C'est que ça manque d'incarnation. Et c'était très intéressant parce que la sémiologue que vous avez interviewée a dit il n'a pas fait le choix de la séduction. Or, la politique, c'est précisément ça. C'est aussi l'art de la séduction. C'est l'art du contradictoire, comme l'a dit Dupond-Moretti cet après-midi, mais c'est aussi l'art de la séduction. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir ses convictions, sa manière de dire les choses et sa manière de faire de la politique. Et c'est sans doute ce que n'a pas réussi à faire Emmanuel Macron avec son mouvement En Marche, c'est faire incarner une génération de gens qui ont ses convictions chevillées au corps et qui l'incarnent à travers un discours qui est un discours empreint justement de cette conviction. Et qu'on passe à Éric Dupond-Moretti. Peut-être avant cela, pour refermer cette page de décryptage, si l'on peut dire, sur Jean Castex. Who is Jean Castex? C'est Alex Taylor qui va nous le dire. Comment la presse européenne, Alex, a réagi à la nomination du nouveau Premier ministre français et au nouveau gouvernement? Bonjour Myriam. En gros, elle essaie de répondre à la question du New York Times. Who is Jean Castex? Un technocrata rural sans expérience, c'est le verdict del País en Espagne. Il y a des élus, je cite, qui passent des années à comploter pour accéder au pouvoir, multipliant les prestations de télé, distribuant des croche-pieds aux concurrents et des salamalecs aux tout-puissants. D'autres, comme Castex, passent leur carrière loin du tumulte, puis du jour au lendemain se retrouvent propulsés aux commandes. La Repubblica, en Italie, parle du centre de gravité qui, en France, a basculé vers le centre droit, notant au passage la seule vraie surprise, la nomination del mediaticissimo et controverso avocat et rock, je cite, Dupond-Moretti. Puis en Allemagne, le Frankfurter Allgemeine Zeitung est également un peu déçu, ils sont souvent déçus, cette fois-ci car Jean Castex n'a nullement dissuadé Macron de changer en permanence ses secrétaires d'État chargés de la politique européenne, surtout au moment de la présidence allemande de l'Union européenne. Et les journaux britanniques, Alex, est-ce qu'ils sont plus tendres ? C'est que je n'ai pas osé. À gauche, The Guardian est un poil déçu. Macron avait promis de nouveaux talons et de nouveaux visages. Où sont-ils? The Times se demande si l'accent, the twang du sud-ouest suffira à Jean Castex pour séduire un électorat déjà mis à rude épreuve.
Mais pour finir, on peut toujours compter pour quelques vacheries sur The Telegraph, qui réserve sa rare tendresse uniquement à son ex-propre chroniqueur, un certain Boris Johnson, et qui titre que Macron est critiqué pour avoir nommé au poste de PM un non-entity, littéralement une personne non existante, ou une nullité, même dans mon dictionnaire, qui est peut-être un peu vache. Le dictionnaire, dans sa traduction, j'entends. En ce qui concerne le verdict même, on verra par la suite. Je vous le confirme, c'est vache. Merci beaucoup, Alex. On va passer maintenant... Bien de Jean Castex, mais pas que les Anglais s'en boxent. Voilà, c'est ça les différences. Coralie Dubos. C'est vache et c'est faux. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir été et d'être élu local, il a aussi été élu départemental en interco, secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il a une très grande expérience de l'État, de nombreux ministères. Il a une connaissance de l'ensemble des cercles de l'État qui sont précisément intéressants de pouvoir avoir cette vision hyper rural, territorial et hyper macro, secrétaire général adjoint de l'Élysée. Enfin, excusez-moi, pas grand monde a cette expérience-là. Il n'est pas connu du grand public, il n'est pas connu non plus de votre famille politique. Il passe dans la lumière. Et il est nommé, et il n'est pas élu, il est nommé Premier ministre, et que ça peut aussi poser des questions en termes démocratiques de voir nommer quelqu'un que personne ne connaît, on ne sait pas. Alors vous interrogez la Constitution sur la nomination du Premier ministre. La Constitution. On avance parce qu'on a encore plein de visages à vous montrer. Et on a vu tout à l'heure celui d'Éric Dupond-Moretti. Robin Reda. Pourquoi vous l'avez mal accueilli? Alors c'est vrai qu'on était un peu surpris, on s'attendait au ténor du barreau, mais on n'a pas hurlé. Mais pourquoi les bancs de la droite l'ont chahuté à ce point? À titre personnel, moi je l'ai écouté, j'étais très curieux comme d'autres de savoir ce qu'Éric Dupond-Moretti allait nous réserver comme première intervention. Cela dit, je comprends parce que il faut qu'Éric Dupond-Moretti, comme d'ailleurs les autres nouveaux membres du gouvernement, comprennent que le gouvernement est responsable devant le Parlement et que l'irrévérence, l'indiscipline parfois, ça fait partie du jeu parlementaire. C'est un message aussi je voulais vous citer ce tweet d'une politologue, Chloé Morin, qui écrit « Je crains que la condescendance, le mépris, les moqueries que les parlementaires ont réservés à Dupond-Moretti lors de ses premières questions au gouvernement ne donnent pas du tout une image glorieuse du Parlement. Ça le rend, au contraire, sympathique. » Oui, mais on a tous eu à un moment ou à un autre à critiquer le fameux cirque dont Coralie Dubos parlait tout à l'heure. Je le redis, l'irrévérence, ça fait partie du Parlement parce que le Parlement, c'est le peuple et que le gouvernement est responsable devant le Parlement. C'est nous qui avons autorité quelque part sur les ministres. Et Éric Dupond-Moretti, qui il y a 2 jours était... Moi, ça j'ai choqué. Je me dis à chaque fois, ça me fait mauvaise impression. On les voit vociférer, hurler comme des supporters. Éric Dupond-Moretti, qui il y a 2 jours était un chef d'entreprise qui n'avait de compte à rendre qu'à ses clients et qui n'était contrôlé par personne, aujourd'hui se retrouve ministre de la République sous le feu des critiques, des observations. Pour le moment, il n'a rien mis en œuvre. C'est compliqué de critiquer sa politique ou ses prises de position. Votre nouvelle bête noire à droite? Non, parce que je pense que Éric Dupond-Moretti est quelqu'un de respecté, quelqu'un d'admiré parfois, quelqu'un qui fait polémique aussi, mais par ses prises de position d'avocat. Et maintenant, ce qu'on demande à voir, c'est ses prises de position de ministre et comme il a dit, d'homme libre, libéré des contraintes de ses clients qui lui demandaient parfois... J'entends M. Reda tenter d'enfermer Dupond-Moretti sous l'échelle chef d'entreprise. C'est un avocat quand même qui a une éthique, une déontologie et son ordre. Il rendait des comptes aussi, il pouvait devoir rendre des comptes à son ordre. Sur le cirque dans l'hémicycle, je voudrais le dire en toute humilité, ça peut être surprenant les premières fois, mais finalement, quand vous y êtes, quand vous siégez, si on est intègre, et je pense que c'est transpartisan, alors parfois, effectivement, c'est surjoué. C'est largement surjoué, on pourrait s'en passer. Mais parfois, les sujets que vous êtes en train de débattre, ils vous emportent, précisément parce que vous êtes plein de convictions, précisément parce que vous avez des choses à dire, et que quand vous êtes 600 dans un hémicycle, vous ne pouvez pas avoir la parole à chaque fois que vous avez quelque chose à dire. Pourtant, vous avez des choses à défendre. Et parfois, ça ressort, ça vous dépasse, ça vous surprend. Et ça s'exprime. Coralie Dubos, vous avez été surprise par la manière dont il a abordé ces questions. Il a joué profil bas très clairement aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti. Bien sûr, mais je pense que... Ça vous a surpris ou pas? Non, parce que je pense que c'est un homme intelligent. Je pense que c'est un homme intelligent, talentueux, et qu'il a l'intelligence et l'habileté pour comprendre qu'il est dans un nouvel environnement. Il l'a fait exprès, selon vous? Non, l'habileté de comprendre qu'il est dans un environnement très différent, où l'art oratoire, bien sûr, a son importance, mais avec des codes très différents. Et je crois qu'il a envie, il nous l'a dit ce matin après-midi, mais je crois qu'il a envie d'apprendre ces codes et de faire honneur au Parlement. Et c'est aussi pour ça qu'il prend Pierre Jacquemin.
Je partage assez l'analyse sur Dupond-Moretti, d'autant que, souvenez-vous, hier, au moment de l'entrée au Conseil des ministres, c'est un des seuls à pas s'être attardé justement sur le perron de l'Élysée où il y avait tous ces journalistes qui photographiaient l'arrivée avec, effectivement, tous les journalistes attendaient Dupond-Moretti. Il ne s'est pas arrêté, il a traversé les marches et je pense qu'effectivement, il a compris qu'il y avait une attente chez lui, une attente sans doute d'homme fort avec une voix qui parle fort et qu'on a vu chez lui... Il a pris le contre-pied absolu. Oui, c'est vrai, il l'a d'autant plus pris qu'il posait même des questions au président de l'Assemblée nationale et pour lui demander combien de temps il avait, est-ce que c'était décompté, le moment où il était chahuté, etc. Moi, je trouve que ce sont des moments qui sont quand même intéressants dans l'hémicycle, c'est-à-dire où tout est tellement figé, organisé, prévu à l'avance, les ministres ont leur fiche pour répondre. Calcul, oui, il est malin en fait. Mais je pense qu'il y a aussi, effectivement, c'est un homme malin et qu'on va voir dans la manière... Puis par ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, le discours de politique générale n'ayant pas encore eu lieu, il n'est pas encore en capacité de défendre aussi une ligne politique, même si on l'a aussi vu du côté de la passation de pouvoir. Il y a une feuille de route, en tout cas, qui visiblement lui a été fixée, en tout cas qui s'est appropriée. Je ne sais pas s'il a tout la obtenu réforme par le de la président justice, l'indépendance, le parquet. Oui, exactement, bien des sujets, la réforme du parquet, c'est plutôt intéressant. Mais il a aussi dit, je fais confiance à un homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc il a aussi endossé les habits de l'homme qui est rangé derrière un autre homme qui est Emmanuel Macron. Et on l'a aussi vu cet après-midi à l'Assemblée. Robert Reda, au Sénat, on a vu tout de suite que les sénateurs, puisqu'il y avait aussi des questions au Sénat, ne l'ont pas raté en le mettant devant ses contradictions, en lui parlant du retour des djihadistes. Il est favorable au retour des djihadistes français. Ça ne sera pas possible parce que ça n'est pas la ligne du gouvernement. Exactement. Vous allez jouer là-dessus? Deux choses. D'abord, il y a ici à l'Assemblée nationale une magnifique bibliothèque où il y a 2 siècles de débats retranscrits et où on peut voir que même au XIXe siècle, il y avait des invectives, il y avait des chahuts, et que ça fait partie de la vie parlementaire, et que ça fait partie effectivement de l'expression des convictions et de la représentation nationale. Aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti, il faudra qu'il le sache, il a un grand avantage, c'est qu'il a un micro, et qu'on entend d'abord ce qui est dit dans le micro plutôt que ce qui est dit autour. Donc il pourra continuer son propos sans se laisser déborder par les chahuts. Quant à la question que vous posez, effectivement, Éric Dupond-Moretti a dit et a redit qu'il était un homme libre. Or, il va falloir qu'il comprenne aujourd'hui qu'il est aussi un porte-parole de la solidarité gouvernementale et qu'il va falloir avant tout porter la parole du président de la République et du Premier ministre. Raison pour laquelle lui-même avait dit publiquement qu'il ne serait jamais ministre de la Justice. Moi, je voudrais mettre en lien quand même. Il y avait une interview de Jean Castex ce matin où il a parlé de la justice et où il a parlé de redonner les moyens. Donc, j'imagine une traduction budgétaire. Et je me dis que dans les échanges sur le portefeuille, sur la nomination et sur la feuille de route, il y a eu cet échange entre... En reléguant du 2e au 10e rang protocolaire dans le gouvernement, c'est quand même pas un super signal. L'ancienne ministre, Madame j'ai oublié son nom, Madame Belloubet, était au 2e rang protocolaire, il est arrivé au 10e rang. Alors on verra à l'avenir. En tout cas, laissez-moi le dire, j'y tiens, parce que je tiens au monde judiciaire et à la justice. Je compte sur lui pour batailler, pas seulement en hémicycle, absolument partout, et obtenir des budgets pour la justice. Je rappelle que vous êtes à la commission des lois, vous êtes juriste. Et puis Barbara Pompili, numéro 2 du gouvernement. Est-ce que c'est pas elle, franchement, qui a fait le sans faute de ces questions gouvernement? Regardez. Au total, c'est 5 milliards d'euros qui sont déjà mobilisés. Bien entendu, nous allons continuer à travers le 3e projet de loi de finances rectificative. Et pour le secteur culturel, c'est 1,06 milliard d'euros qui seront mobilisés, des dépenses fiscales, des exonérations sociales et bien sûr des crédits budgétaires. Voilà, Robert Reda, une ministre populaire de la culture, déjà dans les dossiers techniques précises. C'est un peu dur quand même pour la droite, non ? Oui, en même temps, c'est la reconnaissance d'un message que l'on porte depuis 3 ans, c'est que ce gouvernement manquait cruellement d'expérience, cette majorité manquait cruellement de visage pour incarner quelque chose, et notamment le sens de l'État, qui était bien pauvrement abandonné ces dernières années. Roselyne Bachelot a l'expérience, Roselyne Bachelot, on l'a vu, est très à l'aise dans la vie parlementaire. Elle est un visage de ce casting, mais elle masque aussi une grande rigidité du remaniement, parce qu'en fin de compte, le gouvernement reste en place pour la large partie des ministres. Donc est-ce que Roselyne Bachelot saura imposer cette expérience et ce sens de l'État à l'ensemble de ses collègues du gouvernement? Nous le verrons. En tout cas, ça fait quand même pas mal de prises à droite, Bachelot, Castex, sans compter les ministres de droite, les poids lourds qui se voient renforcés. Bonsoir Géraldine Wössner, vous suivez la politique au point, chroniqueuse dans cette émission. Alors, est-ce que la droitisation du gouvernement, au fond, est à l'image du pays ?
Exactement, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire entrer de personnalité de centre-gauche, et c'est pas faute d'avoir essayé dans ce gouvernement, mais il n'a pas non plus ouvert la porte à la droite pure. Hein. On avait parlé de Guillaume Larrivé à la justice, ça aurait envoyé un tout autre message, signal que ces personnalités de centre-droit qui incarnent un gaullisme social, hein, Le Maire, Darmanin, Jean Castex. Bon, en cela, oui, Macron colle à la réalité du pays parce qu'il faut lire les enquêtes successives du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Toutes les dernières le montrent, seulement 30% des Français se définissent eux-mêmes comme proches d'un parti de gauche, EELV, PS, France Insoumise. 30%. Donc, c'est le centre de gravité du pays qui s'est déplacé au centre droit. Et avec ce remaniement, Macron consolide simplement cet ancrage, ce qui complique d'ailleurs la vie des Républicains qui vont devoir clarifier leur stratégie s'ils veulent garder un espace. Est-ce que finalement, je vais vous donner la parole, je fais une petite relance à Géraldine. Est-ce qu'il n'aurait pas dû prendre en compte davantage la vague verte, à votre avis, Géraldine, et la question écologique, s'il colle à la société ? Mais quelle vague, Myriam. Les Verts ont engrangé des succès, c'est vrai, ça parle aux journalistes, aux spécialistes de la vie politique, parce qu'on voit un nouveau parti qui devient la locomotive de la gauche au détriment du PS, qui se casse la figure. Mais si on prend du champ, les Verts aujourd'hui, ils dirigent 36 villes sur l'ensemble du territoire. Seulement 12 villes de plus de 20 000 habitants sur un total de 454 quand même. Donc parler de vague, c'est excessif. Et en revanche, on peut en parler, et de déferlante même, concernant l'abstention. 58,4% des Français ne sont pas allés voter à ces municipales. Et c'est peut-être à eux, justement, que le président s'adresse en nommant une personnalité aussi hors champ, spectaculaire et populaire qu'un Éric Dupond-Moretti. Vous savez, dans ces enquêtes d'opinion toujours, quand on demande aux Français ce que leur évoque la politique, les mots qui reviennent le plus, c'est méfiance et dégoût. Est-ce qu'une partie de cet électorat qui est écœuré de la politique pourrait être captée par des gens qui ont l'air un peu de venir d'une autre dimension? C'est un pari, il est risqué uniquement si les actes ne suivent pas l'effet d'annonce. Évidemment, merci beaucoup Géraldine. Coralie Dubost, au fond, ce gouvernement suit une droitisation du pays, un centre de gravité plus à droite, c'est pas nouveau, mais aussi avec des personnalités plus populaires. J'ai lu dans Le Monde aujourd'hui un stratège de l'Élysée qui expliquait que ce gouvernement, c'est celui de la cause du peuple, Moretti, Bachelot, pour se ramener au territoire, se ramener à une France dite du bas qui aurait pu porter un gilet jaune. Est-ce qu'il faut voir ça aussi ? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites sur l'aspect gouvernement de droite ou absence de gens de gauche. Moi, je trouve que la lecture est biaisée. Si vous regardez les postes ministériels qui sont charnières dans le cadre de la relance, vous avez des gens de gauche ou des marcheurs. Donc, on est sur de la RH en marche. Bruno Le Maire. Bon, qui est quand même un marcheur historique qui est avec nous depuis le départ. Bon. Vous prenez Barbara Pompili, c'est quand même plutôt le centre-gauche, écolo. Non, mais vous pouvez contester, mais pas le fait que Barbara... vous a rejoint très vite. Elle est quand même plus LREM qu'elle ne vient de la gauche aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vous dis. Je vous dis, vous êtes sur des marcheurs historiques qui sont plutôt de centre-gauche. C'est exactement ce que je vous dis. Sur ces postes ministériels clés dans le cadre de la relance, bon, la santé, on ne va peut-être pas dire que c'est la droite non plus, enfin, il y en a plusieurs. Non, mais on est pas comme ça qu'il faut raisonner, pardon, mais c'est pas comme ça qu'on raisonne. Alors, vous aurez le temps de répondre. Donc, il est plus à gauche qu'il n'y paraît, ce gouvernement, c'est ça ? Oui, je pense qu'il ne faut pas avoir une lecture biaisée, je le trouve au contraire très équilibré et audacieux. Audacieux, et là je rebondis sur votre question, sur finalement ces ministres très populaires qui sont capables d'incarner, de s'adresser à tout le monde, y compris ceux qui ne vont pas voter. Et là-dessus, je vous rejoins. Moi, ça me préoccupe énormément. Alors, c'est dit, vous avez chacun 15 secondes pour conclure. Moi, je crois que la tiédeur ne fait pas une politique. On l'a vu depuis 3 ans. Emmanuel Macron n'a pas réussi à emporter l'adhésion des Français parce qu'on ne sait pas quelles sont au fond ses convictions. Et faire un patchwork de ministres venus de la gauche, venus de la droite, venus de la société civile, ça ne fait pas une politique. Et je crois que les Français auront besoin à un moment de revenir à une ligne politique claire avec un président de la République, un Premier ministre, un gouvernement qui seront sur une ligne politique claire et ferme. Pierre Jacquemin, sur
Sur la coloration générale. Je pense précisément qu'Emmanuel Macron se contrefout de l'idée d'avoir des grandes figures de gauche dans son gouvernement parce qu'il assume totalement d'avoir une ligne politique qui est une ligne à droite, là où est son électorat. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus inquiétant, c'est d'avoir effectivement nommé un ministre comme Gérald Darmanin à l'intérieur qui marque quand même carrément un penchant de droite. On n'a pas le temps d'en parler. C'est clairement la synthèse entre Sarkozy et Macron. Vous restez avec nous parce qu'on va regarder maintenant le palmarès des députés. Thomas Després leur a demandé au fond de noter leurs prestations dans l'hémicycle. C'est ça Thomas, n'est-ce pas ? Oui, exactement, Myriam. Et pour cette première séance de questions au gouvernement, les nouveaux ministres se sont fait un petit peu chahuter par les députés. Mais comment s'en sont-ils sortis ? Je vous raconte. Alors vous savez, c'est un petit peu la période des conseils de classe dans les écoles en ce moment. Alors nous aussi, on a demandé aux députés de noter les nouveaux ministres, qui sont les bons élèves, qui doivent progresser, qui a encore de la marge. Regardez. Quelle note vous metteriez pour la première intervention du nouveau ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti ? Peut mieux faire concernant le potentiel de l'élève et je lui mettrai qu'un 3 sur 10 pour la première intervention. Je lui mettrai 3. Pourquoi ? Parce qu'il a confondu le prétoire et l'Assemblée nationale. Qu'il a un talent oratoire, mais il va falloir qu'il sache que c'est 2 minutes et pas plus. Moi je lui mets 5 parce que la forme n'était pas très convaincante pour une première, un peu fébrile et malhabile. On est à 2-3 sur 10, c'était quand même pas ce qu'il a raconté, n'avait pas beaucoup de sens. 10 sur 10 parce que je pense que le ministre Dupond-Moretti porte quelque chose et que dans cette République on a besoin de donner du sens. Barbara Pompili, sur 10, quelle note vous lui metteriez ? Je pense qu'on a touché le fond, c'était absolument affligeant. Barbara Pompili, c'était le degré 0, donc on se rapproche de 0. Au moins 8 sur 10. D'abord c'est une femme, ensuite elle a très bien répondu ce matin et nous savons d'ores et déjà que nous allons pouvoir travailler avec elle. 4 sur 10, complètement hors sujet. Il y a des enjeux climatiques qui sont extrêmement importants. Le propos n'était pas de remercier tous ceux avec qui elle avait ou allait travailler. 10 à mon amie Barbara et surtout Barbara, je serai là pour te soutenir. Roselyne Bachelot, votre ancienne camarade de l'UMP des Républicains, quelle note pour la ministre de la Culture ? Un bon 8, voilà, là aussi ça fait des formations de prof, mais elle a du métier, on sent qu'elle est à l'aise. Elle est venue très préparée avec force détail, donc je lui mettrai un bon 6,5 sur 10, même si c'était un peu biaisé. Je lui mets 10, Roselyne Bachelot. 10 sur 10, la meilleure note, c'est la meilleure de la classe. Ah oui, oui. Quelle note pour Jean Castex ? Premier ministre, je mets 0. Non, c'était nul, quoi. C'était une catastrophe. Enfin, je veux dire, si c'est comme ça à chaque QAG, on va s'endormir, on va trouver ça très long. Peut mieux faire, a besoin de sortir de sa coquille, de s'épanouir. C'était un peu lent ce matin, un peu poussif. Alors peut-être qu'il va devoir apprendre un peu à être plus concis dans ses propos, mais moi j'ai trouvé plutôt très bien. Le 6 peut tomber à 4 ou peut monter à 7 ou 8. Et malheureusement, il passe en comparaison après un Édouard Philippe qui était remarquable dans l'exercice, même si sur le fond, je le critiquais. Voilà Myriam, rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième séance de questions au gouvernement du nouveau gouvernement Castex. D'ici là, les nouveaux ministres seront un peu plus rodés et nous, on aura l'occasion d'en reparler dans ma journée à l'Assemblée. Allez, merci beaucoup Thomas. Il nous reste une poignée de secondes. Vous les notez, vous lui donnez combien, vous, Jean Castex ? Moi, je leur mets les félicitations pour ce lancement et les encouragements pour la suite. Robareda. C'est un gouvernement moyen, donc je mets la moyenne. Et l'observateur que vous êtes, Pierre Jacquemin ? Ouais, je vais être très sévère. Le Premier ministre, je crois, n'a pas fait une grande démonstration et sur le fond et sur la forme. Donc je suis assez d'accord avec le 3 qui semblait faire assez... Oui. Consensus. Pas facile de passer après Édouard Philippe. Merci infiniment de vous être prêté à ce petit jeu des notes, des questions, des premières questions au gouvernement. On va parler à présent du prix du livre politique 2020 et de son lauréat, Rhys, qui nous a accordé un entretien. Mais d'abord, savez-vous que chaque année à l'Assemblée, il y a un jury de députés et de journalistes qui décerne ce prix désormais bien installé, des essais, fiction et même bande dessinée. Le prix comprend différentes catégories, comme nous l'explique Ahmed Tazir. C'est le prix littéraire à l'Assemblée nationale. Dans ce haut lieu de la démocratie qu'ont fréquenté des écrivains députés aussi universels que Lamartine, Victor Hugo, Léopold Sédar Senghor ou Aimé Césaire. Le prix du livre politique récompense un ouvrage de la politique paru dans l'année écoulée. Il existe depuis près de 30 ans. Les lauréats sont pour la plupart des journalistes, mais pas seulement, comme Laurent Fabius, qui obtient le prix en 1996 pour son autobiographie Les blessures de la vérité, Fadela Amara en 2004 pour Ni pute ni soumise, ou encore Frédéric Mitterrand 10 ans plus tard pour La récréation, chronique sur son mandat de ministre de la Culture. Pour l'édition 2020, le prix a été décerné à Rhys pour son livre 1 minute 49 secondes. Le directeur de Charlie Hebdo livre son récit sur l'attentat du 7 janvier 2015. Au lendemain du 7 janvier, une de mes craintes
c'était l'oubli. C'était ce qu'on oublie inexorablement, ceux qui périrent ce jour-là. Il y a le prix du livre politique, il y a aussi les autres. Ariane Chemin, grand reporter au Monde, obtient le prix étudiant de la BD politique avec Benalla et moi, l'histoire du prince et du conseiller. Alors, en fait, c'est pas parce que la BD a des cases et montre des grimaces, etc., que c'est pas sérieux, c'est l'inverse. Benalla, il est drôle. C'est un personnage drôle, amusant, qui d'ailleurs faisait beaucoup rire Emmanuel Macron, mais c'est pas pour ça que cette histoire n'est pas très sérieuse et très grave. On parle plus de Macron. Oui, en fait, ça raconte les coulisses du pouvoir. À travers l'histoire d'un conseiller, Alexandre Benalla, on raconte ce que c'est que la vie de l'Élysée, le rôle des conseillers, les messes basses, les petits conseils, la communication de crise. C'est ça qu'on raconte dans la bande dessinée. David Jaïz, c'est le petit jeune qui monte, à peine 30 ans, inspecteur des finances et prix étudiant du livre politique pour Slow Démocratie. Un essai sur la nation, trop importante selon lui pour la laisser à l'extrême droite. Sine ira et cum studio, disait l'intellectuel Tacite, sans colère et avec application. Et je crois que c'est vraiment ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour réparer le commun. Et voilà pour le casting 2020. Allez, rendez-vous l'année prochaine pour découvrir les nouveaux talents du livre politique. Bonsoir Rhys. Bonsoir. Et bravo, félicitations, vous êtes le lauréat 2020 du prix du livre politique pour ce livre, 1 minute 49 secondes chez Actes Sud, livre dans lequel vous revenez sur cette journée du 7 janvier, mais pas seulement 7 janvier 2015, l'attentat de Charlie Hebdo. Comment vous réagissez à ce prix? L'écrivain, le dessinateur, le patron de Charlie Hebdo, est-ce que ça fait plaisir? Est-ce qu'on s'y attend à avoir un prix du livre politique? Non, parce que c'est le premier livre que j'écris, donc je n'ai pas la prétention d'être un écrivain. C'est un livre écrit un peu par un novice, quoi. Donc je pensais pas, enfin, je pensais pas avoir des prix ou des choses comme ça. Déjà que le livre existe, c'était déjà pas mal. Voilà, déjà que le livre existe. Oui. Il fallait l'écrire, absolument. Bah, oui, c'est difficile d'écrire un livre là-dessus, et donc que le livre existe, qu'il soit diffusé et lu par beaucoup de lecteurs, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et si en plus ça, il est récompensé ou reconnu comme ayant une valeur, voilà, un intérêt, comme ce prix semble l'indiquer, c'est un prix du livre politique, c'est aussi un acte politique de donner un prix à un livre comme celui-là qui raconte la violence, le terrorisme, qui raconte minute par minute, on va y venir, ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu et comment on reste vivant après ça. Vous le prenez comme tel ? C'est-à-dire que c'est une question qui s'est posée quand j'ai voulu commencer à écrire. J'étais un peu écartelé entre faire un récit personnel et faire un récit politique. Parce que je ne voulais pas qu'on oublie la dimension politique de ce qui s'est passé le 7 janvier et aussi le 8 et le 9. Il ne faut pas oublier les autres attentats qui ont eu durant ces jours-là. Oui, les attentats contre les policiers et puis l'hypercachère. Voilà. Et donc, pour moi, la dimension politique, elle était capitale. Donc, c'est vrai que le fait de recevoir le prix du livre politique, ça indique qu'au moins la dimension politique que je voulais présente dans le livre a été bien comprise, ce qui est important pour moi. Et pourtant, vous écrivez, c'est la première phrase de votre livre, il est impossible d'écrire quoi que ce soit. Oui, parce qu'en fait, il faut tout de suite, je pense aussi, être conscient de ses limites. En tant que rédacteur ou en tant que témoin, et aussi pour le lecteur. Il ne faut pas faire croire au lecteur qu'on arrivera à tout lui transmettre. J'ai essayé de transmettre ce que j'ai pu, le maximum que j'ai pu, mais je me dis qu'il y a toujours des choses que j'arriverai peut-être pas à communiquer. Il y a de l'indicible. Oui, vouloir écrire là-dessus, c'est se confronter aussi à ses limites. On voit aussi ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire et ce qu'on n'arrive pas à dire ou qu'on n'arrivera peut-être jamais à faire passer. Il y a des émotions qui sont difficilement transmissible, on va dire. Lesquels, par exemple ? Le fait d'être confronté à sa propre perdition, à son propre anéantissement, c'est plus quelque chose de théorique, même si on sait tous qu'un jour on mourra. Quand on est réellement confronté à ça, on n'en sort pas intact et on garde en mémoire ça pour toujours. Voilà, la perception de la vie n'est plus du tout la même. La vie change, à jamais. C'est sûr. Voilà. Et surtout, elle ressemble à quoi, la vie aujourd'hui ? Elle est là. On est toujours vivant, mais on vit avec ce qui nous reste de vie. Il y a une partie de sa vie qui a disparu, qui a été anéantie, et voilà. Donc vous écrivez un rescapé comme un chêne touché par la foudre, à moitié vivant, à moitié mort. C'est un livre sur cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire de survivre après ça ?
Ben oui, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que on prend conscience que c'est comme une sorte d'accélération de son propre délitement. C'est-à-dire que quand on vieillit, peu à peu, on perd ses facultés et on va vers la fin. Là, c'est un accélérateur de fin. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être presque, de devenir un vieillard en quelques jours. Et que quasiment une bonne partie de votre vie disparaît en quelques instants. Quelle vision vous avez aujourd'hui de cette minute 49, puisque vous n'arrivez pas à la décrire précisément, vous préférez compter les secondes au moment où les frères Kouachi arrivent dans la rédaction de Charlie Hebdo, dans le 11e arrondissement. Vous comptez seconde après seconde, et à la fin, vous écrivez « Je suis vivant, je ne suis pas mort ». Ben oui, c'est-à-dire que vous n'êtes plus maître de votre existence, et la seule chose que vous pouvez faire, c'est attendre ce qu'on a décidé de vous. Voilà. Votre sort dépend de la volonté de ces individus. Et vous êtes suspendu et vous attendez la dernière seconde. Voilà. Et le temps est infiniment long, j'imagine. C'est long et en même temps on gamberge aussi. Je pensais à plein de choses. À quoi ? Je me disais, j'étais bien conscient que ce qui était en train de se passer était quelque chose d'énorme. Et je me disais, je ne sais pas si je sortirai de vivant de tout ça, mais ça va avoir des conséquences énormes. Donc, j'alternais entre l'angoisse du moment, du dernier moment qui va arriver, et peut-être aussi qu'est-ce qui arrivera après tout ça. Voilà, on pense déjà à après tout ça quand on vit dans on pense à plein de choses. Infini. On pense à plein de choses, ça va... Voilà. Il y a cette couverture qui est très belle. Racontez-nous cet œil. De quel œil s'agit-il précisément? C'est un œil affolé, terrifié même, qui a peur. C'est un détail d'un tableau que j'aime beaucoup, et que je décris d'ailleurs dans le livre, c'est le chasseur à cheval de Géricault, qui est au Louvre. Et quand vous regardez les grands tableaux comme ça, vous êtes parfois très impressionné par la vue d'ensemble, mais il y a souvent des détails. Il y a toujours des détails qui sont frappants, et cet œil m'avait toujours marqué, parce qu'on avait l'impression que ce cheval était possédé par la folie. Qu'il avait vu des choses qu'il n'aurait jamais dû voir. Et finalement, l'œil, c'est aussi l'œil du dessinateur. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai vu des choses où j'aurais pu voir des choses que j'aurais jamais dû voir. Alors que pourtant, le métier d'un dessinateur, c'est de regarder tout ce qu'il y a autour de soi. Vous en parlez de la folie dans le livre. Elle vous hante toujours, cette peur de devenir fou, de basculer dans la folie, aujourd'hui? C'est... Peut-être moins qu'à une époque, mais on perçoit la fragilité de ce qu'on est quand on est confronté à des choses comme ça. On voit autour de soi des gens qui ont été fracturés mentalement. Et oui, c'est vrai que des fois qu'on peut se poser la question de savoir si c'est pas le début d'un chemin qui peut vous mener à la folie si vous ne restez pas les pieds sur terre. Et après la tuerie, l'engagement pour Charlie, il était évident de continuer. Vous êtes aujourd'hui le patron de ce journal satirique. Il fallait continuer coûte que coûte. Il a été renforcé ou au contraire, on se souvient, juste après, ça a été terrible, vous avez eu envie de tout lâcher? C'est des questions qu'on se pose. Rien n'était évident au lendemain de tout ça, parce que physiquement, j'étais comme les blessés. Enfin, on était au fond du trou. Vous avez été blessé à l'épaule, vous êtes hospitalisé. Donc, je ne savais pas si physiquement je serais capable de faire encore des choses dans 1 mois, dans 2 mois. Je ne savais pas si j'étais capable encore de dessiner. Je n'avais aucune idée de ce que je serais au sorti de tout ça. Mais d'un autre côté, je me disais qu'on se retrouvait dans une situation politique où un journal dans une démocratie avait été quasiment anéanti par une organisation terroriste. Et je me disais, on ne peut pas laisser ça se réaliser. Donc, malgré les menaces de mort, malgré les gardes du corps qui sont tous les jours, encore aujourd'hui, avec vous, on continue. C'est pas qu'on continue, c'est que si vous croyez un minimum à ce à quoi vous croyez, vous n'avez pas le choix. Il faut faire ça. Les circonstances vous imposent de continuer. C'est pas qu'un choix personnel pour se faire plaisir, confortable ou inconfortable. Vous êtes dans un moment politique, et ce moment politique, vous n'avez pas choisi d'être au cœur de ce moment politique, mais il faut prendre les décisions à la hauteur de ce moment. Ces valeurs auxquelles croit Charlie Hebdo, ces combats que vous avez décidé de continuer à mener, vous les trouvez dans quel état? La question de la caricature, de la liberté d'expression dans un pays démocratique comme la France, la question de la laïcité, de l'irrévérence, elles vont bien ces valeurs-là ou pas?
Moi, je veux pas sombrer dans le pessimisme, j'ai plutôt tendance à être optimiste. Je pense quand même qu'il y a des messages qui sont passés, j'espère. Je crois aujourd'hui que plus personne ne remet en cause sérieusement le droit à la caricature. Ça l'a peut-être consolidé, je ne sais pas. Mais après, il faut le faire vivre. Il ne suffit pas de défendre des grandes libertés, les grands principes. Toute la difficulté, c'est de faire vivre la liberté d'expression, c'est de continuer aussi de s'exprimer, de prendre des risques. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Il n'y a pas que Charlie Hebdo qui a le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit de s'exprimer et de défendre des idées et des convictions. Donc nous, ce qu'on veut, c'est donner envie à tous les citoyens de s'approprier ces libertés, de les faire vivre. Est-ce qu'ils sont aussi audacieux, les jeunes journalistes de Charlie Hebdo qui s'engagent aujourd'hui dans cet hebdomadaire satirique? Est-ce qu'ils sont les futurs Charb, Cabu, Wolinski, aussi irrévérencieux que ceux qui ont été exécutés par les frères Kouachi? Je pense que s'ils sont là, c'est pas par hasard et qu'ils savent aussi très bien ce que c'est que Charlie Hebdo. Ce sont eux qui sont venus au journal, donc ils veulent faire ce journal. Donc j'ai confiance dans leur détermination. Alors depuis 5 ans, depuis les attentats, le monde a beaucoup changé, forcément. Il y a Trump, Bolsonaro, Johnson, Macron au pouvoir, l'émergence du mouvement MeToo, la crise du Covid qui a tout écrasé, et maintenant les Black Lives Matter. C'est des sujets inflammables. On peut en parler tranquillement, librement dans Charlie aujourd'hui? Ah, mais on peut dire ce qu'on veut. La question, c'est de savoir quoi dire, mais c'est une question qu'on se pose pour tous les sujets dans Charlie, quoi dire d'original. Parce que si c'est pour répéter ce que tout le monde dit, mais c'est vrai que c'est... Mais vous vous sentez toujours aussi libre, malgré ce qui s'est passé? Mais oui, au contraire, ça nous a peut-être conforté encore plus dans notre confiance dans le droit de dire ce qu'on a envie de dire. Si on se mettait à douter de cette liberté-là, c'était pas la peine de continuer. Et vous l'aimez, notre époque, aujourd'hui? Y a-t-il une époque qu'on aurait aimé, une autre époque qu'on aurait aimé? Je ne sais pas. Elle s'impose à nous. C'est à nous de la faire vivre. Mais voilà, il y a un climat particulier où la violence peut jaillir à tout moment. Les réseaux sociaux créent de la tension. Oui, mais il faut pas subir ça. Qu'est-ce qu'on en fait avec un journal comme Charlie? Il faut pas se laisser impressionner. Parce que c'est vrai qu'on est aussi dans les réseaux sociaux, dans l'intimidation, dans l'imprécation, dans la diffamation, dans l'injure, dans la menace. Tout ça, c'est je ne vais pas dire que c'est des jeux, des rapports de force, mais quand on a la chance de pouvoir s'exprimer dans un journal, il ne faut surtout pas soumettre sa liberté à la peur de choquer les uns ou les autres. Sinon, dans ces cas-là, il ne faut pas faire un journal, il ne faut pas travailler dans un média. Après Charlie, après les attentats, il y a eu des millions de lecteurs, 1 million de lecteurs supplémentaires, je crois. On en est où aujourd'hui? Toute la presse est frappée par la crise économique. Et Charlie? Charlie se porte pas trop mal, finalement. On a un lectorat qui est assez fidèle. Voilà, à peu près 30 000 lecteurs en kiosque et 30 000 abonnés, à peu près. Donc, c'est des chiffres qui sont à peu près stables. Voilà. Mais c'est vrai que, rien n'est acquis. Il faut toujours faire un journal qui donne aux lecteurs envie de le racheter la semaine suivante. Voilà, c'est ça, faire un journal. Pour revenir au livre, vous êtes dessinateur. C'est votre premier... Ah oui. C'est votre premier livre. Vous auriez pu représenter dans un dessin ce qui s'est passé, l'horreur? Non, parce que je pense que l'écrit, ça instaure une espèce de distance. C'est la bonne distance. Voilà. On peut dire les choses, peut-être même plus précisément, mais sans forcément les représenter. Il faut laisser au lecteur, je ne vais pas dire les libertés de l'imaginer, mais il faut que ça reste quand même un peu, je ne vais pas dire brumeux. Ça ne sert à rien de donner des détails, en fait, trop de détails. Je ne suis pas sûr que ça aide forcément à comprendre. Peut-être sinon, c'est peut-être sombrer dans le voyeurisme, c'est aussi peut-être distraire un peu le lecteur avec des choses qui n'aident pas forcément à comprendre le sens de cet événement, en fait. Comment il a été accueilli? Ça fait plusieurs mois maintenant qu'il est sorti en librairie. Vous avez rencontré les lecteurs. Comment ça s'est passé, ce contact? Ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'il a été plutôt bien accueilli. Enfin, en tous les cas... on m'a plutôt réservé un accueil chaleureux. Parce que vous dites qu'il y a de l'impossibilité même dans les mots. Est-ce que dans un dialogue, après avoir lu le livre avec vos lecteurs, on comprend d'autres choses? On arrive, j'ose espérer être parvenu à faire passer quand même certaines choses. À qui vous vous adressez? Pour qui avez-vous écrit ce livre? À qui vous pensiez quand vous écriviez ce livre? Je me disais, il n'y a que les écrits qui restent.
Voilà, les dialogues, la parole, ça s'oublie. Donc je me dis, tant que rien n'est écrit, le danger, c'est l'oubli. Donc un écrit, ça reste. Voilà, donc je voulais qu'il y ait au moins une trace. Après, je ne sais pas ce que les gens en feront. C'est un livre de combat, un livre de colère aussi. C'est un témoignage, et c'est avant tout un témoignage contre l'oubli 5 ans après. Merci beaucoup. Merci infiniment, Rhys. 1 minute 49 secondes, c'est chez Actes Sud. C'est encore dans les très bonnes librairies. Et c'est le prix 2020 du livre politique. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur LCP. À demain.